Nous avons le plaisir d'accueillir Luc Lefebvre, dit Petit Luc, hein, qui est arrivé sur sa magnifique moto il n'y a pas longtemps et qui ne vient pas de Sibérie aujourd'hui. Hein. Je pense qu'il arrive simplement de Saint-Gély-du-Fès, qu'on a de la chance, il habite notre région. Hein. Et d'après ce qu'on m'a dit, en fait, il aurait dû être à Angoulême et il a préféré être parmi nous aujourd'hui. Bien. Donc, bon, on commence avec la BD. On peut commencer avec la BD, Voilà. mais là, la BD, c'est spécial parce que c'est un projet qui était... C'était pas mon idée à la base de faire ces biographies. Par contre, quand celui qui s'occupait de cette collection est venu me demander d'y participer et de faire les grands méchants de l'histoire, je lui ai d'abord dit que le seul sujet qui m'intéressait, c'était Hitler, et si ça marchait Hitler, de faire Staline dans la foulée. Donc vous avez fait les deux affreux. Il me proposait, qu'est-ce qu'il me proposait ? Il me proposait Néron, Caligula. Le plus moderne, c'était Robespierre. Oui. Déjà, mettre Robespierre dans les grands méchants d'histoire, ça peut se discuter, comme toujours dans ces cas-là. Mais bon, après, il a fallu négocier avec l'éditeur, parce que Dupuis, c'est quand même Spirou, Marsupilami, tout ça. Donc faire un bouquin qui s'appelait Hitler, il se méfiait un peu. Bien sûr. Donc il y a eu tout un travail de et est-ce que convaincre. Voilà. Alors après, je continue. Comme le Hitler a plutôt bien marché, ils m'ont laissé faire le Staline. Et personnellement, j'ai préféré faire le Staline parce que le scénariste, il est assez mauvais, je dois dire. Bon, c'est pas mon copain. Et il m'a laissé un peu m'emparer du sujet, ce qui fait que j'ai fait beaucoup plus de pages que ce qu'il avait prévu. Et comme justement, je vais souvent en Russie, j'en ai profité là-bas pour parler avec les gens de là-bas, leur demander qu'ils me filent des petites idées sur, d'une certaine manière, le quotidien de Staline. Qu'est-ce qu'il fumait, qu'est-ce qu'il buvait, tout ça. Des petits détails qui font que ça a plus enrichi ce récit-là que l'autre. D'accord, donc il y a la touche personnelle et authentique, hein, avec approuvé. Et comme j'ai rajouté plein de pages, j'ai rajouté aussi des gags. Parce que c'était censé raconter son obsession au scénariste, c'était que tout soit crédible et tout soit supervisé ou au moins préfacé par des spécialistes. Et là, par contre, si j'avais envie de rajouter des gags, il y a plus de gags là qu'avec Hitler. D'accord. Hitler, il y a tellement de... Non, c'est juste il y a tellement de données sur Hitler, sur sa jeunesse et tout ça, que c'est difficile d'un peu partir sur des chemins de traverse, alors que là, l'enfance de Staline, on connaît assez peu de choses. Et avant qu'il arrive, il était toujours en arrière-plan. Donc là, j'ai pu justement... Voilà. Il y avait plus de liberté. Et vous travaillez à partir du scénario de ce scénariste ou vous avez fait des recherches par vous-même aussi, un peu? Oui, c'est ce que j'ai dit, mais sur place. Oui, j'ai fait des recherches. Sur place, mais vous êtes plongé dans la littérature, vous avez lu des ouvrages, ou c'était plutôt en fait, sur le terrain? Il y a une vingtaine d'années, j'ai fait un bouquin qui s'appelait La foire aux cochons, où l'idée, alors c'était pas du tout, je n'avais absolument pas, je me foutais un peu de l'obsession des historiens. Pour moi, l'idée, c'était que tous les gens qui avaient fait le XXe siècle se réincarnaient en cochons dans une porcherie. Ça commençait en 1902 ou 1903 et ça se finissait en 2000. Et ça commençait avec Napoléon, qui datait du siècle précédent et qui se demandait ce qu'il foutait là, avec Émile Zola, qui se demandait pendant tout le... Non, c'est pas Émile Zola, je ne sais même plus, c'est Victor Hugo. Victor Hugo, peut-être, oui. Qui était là. Et à la fin, je finissais avec Mitterrand. Donc là, pour essayer de comprendre un peu comment fonctionnent tous ces gens de pouvoir, là, j'ai lu beaucoup de bouquins. Mais pour ça, non, je cherchais juste des anecdotes. Mais je m'étais quand même un peu souvenu de ce que j'avais lu sur l'enfance de Staline, l'enfance de Hitler, mais 20 ans plus tôt. D'accord. Et est-ce que vous diriez que c'est réservé à un public d'adulte ou est-ce que ça peut aller à n'importe quel âge? Complètement égal de savoir qui le lit. Un bouquin, on prend plaisir à le faire. Là, celui-là, j'ai pris un certain plaisir parce qu'on m'a laissé une certaine liberté. Après, qui le lit, il y a plein de gens qui disent que mes bouquins sont illisibles pour les enfants parce qu'il y a plein de gros mots. Voilà. Moi, quand quelque chose me fait chier, je dis que ça me fait chier. Je ne dis pas c'est 3 petits points. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, vous? On peut lire des livres avec des gros mots. Qu'est-ce qu'un gros mot? Je pense qu'on peut de temps en temps. Je sais pas, je crois que les mômes de je ne sais quel âge qui apprennent ça à l'école
ça peut leur apporter quelque chose, parce que c'est quand même assez rigolo. Oui, c'est une façon de rentrer dans l'histoire avec un grand H, mais par un biais différent et plus ludique, c'est sûr. Et les gros mots, ils en ont certainement déjà dit ou entendu. Il n'y en a pas beaucoup là-dedans. C'est dans mes BD draps où je me lâchais un peu. Voilà, donc on peut dire aux parents qui seront dehors à vous attendre que oui, les petits-enfants peuvent lire le livre sans problème. Bien. Écoutez, je vous remercie pour cette partie. On vous retrouvera tout à l'heure à la table pour des signatures. Mais je voudrais revenir donc à vos expériences de motard. Qu'est-ce qui vous a amené à partir en Sibérie? Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps? Non, moi, en fait, pendant, je sais pas, 12-13 ans, j'ai voyagé en Afrique, dans tous les sens. Et j'ai été invité en 2011, je crois, à Moscou et à Yekaterinbourg par une association culturelle de là-bas qui avait un projet européen, parce qu'à l'époque, tout était ouvert. Oui. Ils avaient invité des dessinateurs de partout. Et je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi moi pour représenter la France, surtout que c'est le Goethe Institut qui faisait la sélection. D'accord. Et voilà, donc je suis allé là, on a assisté à plein de conférences, ça paraît bizarre maintenant, mais sur la liberté de la presse, sur ce qu'on pouvait dire et ne pas dire, mais c'était des conférences ouvertes au public. Et tous les dessinateurs, scénaristes présents devaient, à la fin de cette espèce de séminaire qui a dû durer une dizaine de jours, soumettre un projet de petit album sur le respect de l'autre. Voilà, le projet il s'appelait Respecte. Ok. Qui peut se comprendre dans beaucoup de langues. Et bon, après j'ai commencé à crayonner. Comme tout était en anglais et que je suis pas terrible en anglais et que je ne parle pas du tout russe, j'ai commencé à faire mon histoire en me disant bon, je vois un peu le thème qui les intéresse. Et voilà. À la fin, je leur ai montré mes esquisses, ils étaient contents. Je suis rentré, j'ai fait le petit livre. Et je sais pas, l'année d'après, ou je sais pas, ou 6 mois après, on est revenus tous à Moscou à un salon du comics pour présenter les petits albums au public, à la presse. Et moi, j'avais toujours cette image qu'ont toujours les Russes quand on n'y va jamais, cette image soviétique finalement. Puis j'ai découvert ce monde underground moscovite, je me suis dit, mais putain, on est les mêmes, quoi. Ah, ouais. Voilà, bonne chose à entendre. J'ai dit un gros mot. Non, c'est pas grave. Et j'ai eu envie d'y retourner, et comme j'avais ramené ma moto d'Afrique, où elle était restée quand même quelques années, je me suis dit, je la retape et je vais aller là-bas, parce qu'en général, de toute manière, quand je vais dans un pays invité par un organisme et que j'arrive en avion, je me demande toujours comment ça fait quand on arrive par la route. Donc j'y suis allé en passant par l'Ukraine d'ailleurs. Alors ça doit être autre chose de faire de la moto en Afrique qu'en Russie. Vous êtes quand même allé à une époque où les routes étaient encore praticables. Oui, bien sûr. Ceux qui ont connu une Russie avec des routes toutes pourries, c'est ceux qui sont allés juste après l'ouverture, après l'Union soviétique. Là, et vous êtes passé par quel? Alors vous avez dit l'Ukraine, et après en Russie, vous êtes allé dans quel coin? En Russie, je suis déjà resté une dizaine de jours à Moscou, pour voir tous les gens que j'avais rencontrés. Après, je suis monté jusqu'à, je me souvenir de Kazan, au Tatarstan, un peu plus haut. Et après, je suis allé jusqu'à Irkoutsk, par ce qui petit à petit devient l'unique route finalement. Et alors, je ne sais plus les villes, il y avait Omsk, Tomsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk. Et vous avez longé le transsibérien à un moment, non? Tout le temps. Tout le temps? Enfin, oui, c'était votre voie. Après le lac Baïkal, on le longe tout le temps et il est à côté de la route. Il ne va pas vite. C'est vrai que pour nous, on a une fascination pour le train, pour ce transsibérien. On aura un documentaire après vous qui parlera de ce transsibérien. Mais la moto, c'est quand même pas courant. Est-ce que vous avez rencontré d'autres motards pendant votre périple? Il y a un truc aussi que j'ai découvert. Déjà, j'avais découvert cette ouverture d'esprit de tous ces artistes de Moscou. Mais après, sur la route, seul, on découvre l'incroyable solidarité. Et là, c'est hallucinant en Russie. Bon, après, il y a ce monde motard qui est encore plus cloisonné qu'ici en Russie. Bon, c'est pas toujours, il y a des fois, ils ont des fois l'esprit un peu étriqué, mais il y a une espèce de... Et j'arrivais à des villes, quelqu'un m'attendait à l'entrée, m'emmenait je ne sais où, me filait un appartement, après m'emmenait au club moto où il buvait et chantait jusqu'à pas d'heure. S'il y avait des problèmes de moto à Yekaterinbourg, je suis resté 10 jours. Il y avait un problème électrique.
on a cherché, on a trouvé. J'ai jamais vu une telle solidarité et un tel accueil qu'en traversant la Russie. Puis tous les gens que j'avais rencontrés qui étaient allés avant m'avaient dit la même Bien chose. sûr. Parce qu'ici, en France, on garde toujours cette idée, complètement. Je pense que pour les gens qui ne sont pas allés, il faut y aller. C'est la convivialité, la chaleur humaine. Je pense que même quand on n'est pas à moto, même quand on est simple voyageur, on le ressent très très vite. Je sais pas, à un moment donné, plus j'allais vers le nord, parce qu'après, donc je suis allé pour l'itinéraire. Le lac Baïkal, je voulais rouler dessus avec des skis que je m'étais fabriqués pour voir ce que ça faisait. Donc j'ai fait ça, je suis allé sur l'île d'Olkhod, je suis resté un peu, je suis tombé sur un tournage de film français là-bas, donc il y a des gens qui me connaissaient mes bouquins, donc ils m'ont filmé sur le lac, ce qui m'a permis d'avoir un petit film que j'ai monté après, tout petit, mais moi la GoPro c'est un peu nul, alors que là ils me suivaient en camion, c'était pas mal. Après j'ai laissé la moto là, je suis retourné l'année d'après, et l'année d'après je suis allé dans l'Altaï, et puis en Mongolie, et puis toute l'Asie centrale. Et puis je voulais revenir et relaisser la moto à Irkoutsk et j'ai cassé le moteur en plein milieu du Kazakhstan. Donc j'ai appelé Vitali à Moscou, qui parle parfaitement français, qui est celui qui s'occupait des motos de Sylvain Tesson d'ailleurs. D'accord. Vitali a appelé un copain de lui à la fac, un copain de fac qui habitait à Barnaul, la ville la plus proche de la frontière. Le gars de Barnaul, qui ne me connaissait absolument pas, m'a envoyé un camion à la frontière. Après, il m'a dit, côté Kazakhstan, tu te démerdes. Donc après, c'est la démerde habituelle. J'ai poussé la moto jusqu'à un petit bistrot au milieu de rien. J'ai attendu que quelqu'un arrive. Quelqu'un est arrivé. Il a vu que la moto était cassée. On a négocié un prix. Il allait me chercher un pick-up qui m'a amené à la ville. Et finalement, le lendemain soir, avec 3 pick-up successifs, on m'a déposé 3 km avant la frontière russe, mais c'était une frontière normalement interdite aux étrangers, parce que quand on a il n'y a que les grandes douanes où on peut passer avec son véhicule personnel. Les petites douanes, c'est pour les gens du coin. Mais c'était la plus proche. Donc, je suis arrivé à 3 h du matin, il commençait à neiger, je poussais la moto. Les douaniers m'ont accueilli, ils m'ont offert le thé, les petits gâteaux, ils m'ont cherché le camion, et ils m'ont trouvé même un petit camion pour passer jusqu'à l'autre douane. Ils se sont occupés de tout. Ils s'en foutaient complètement que ce ne soit pas une douane. Ça leur a plu de me voir arriver comme ça, dans la neige. Bon, c'était la petite neige encore. C'était fin septembre. Et voilà. Puis, le camion est arrivé, il m'a emmené à Barnaul. À Barnaul, quelqu'un m'attendait, m'a filé un appartement hyper chauffé, vide. Il m'a dit, voilà, tu te reposes, on viendra te chercher le lendemain. Le lendemain, ils sont venus me chercher, ils m'ont emmené chez le copain de Vitali, qui m'avait trouvé un mécano. On a entièrement démonté la moto pour chercher tout ce qui était cassé. J'ai laissé la moto chez lui, je suis rentré, je suis revenu l'année d'après avec les pièces. On a mis 15 jours à refaire démarrer la moto. Voilà. Et après, ça, c'est pour la solidarité. Après, je suis reparti en Mongolie pour voir un autre côté de la Mongolie. Et de là, je suis allé jusqu'à Vladivostok en passant par tous. Donc, c'était interminable route. Qu'est-ce qu'il y a comme patelin? Je ne sais même plus. Moi, il y a Chita. Chita, j'allais dire, oui. Après Chita, parce que plus on va vers l'est, plus les écarts entre les villes sont larges. Par contre, ce qui était rigolo, c'est que dans les guides français, genre, bon, Lonely Planet, c'est pas franchement français, mais ils expliquaient toujours, certains disaient, après l'Oural, vous arriverez vraiment dans la Russie d'Asie. Un autre disait, après le Baïkal, vous arriverez vraiment dans la Russie d'Asie. Et en fait, arrivé à Vladivostok, je me suis rendu compte que les Russes, c'était des Européens, voilà, jusqu'en face du Japon. Voilà, ils écoutaient les mêmes musiques. Et ils avaient ce côté presque italien, un peu. Tu vois, de la faconde, de la démerde aussi, en même temps très organisé. Voilà. Mais quand j'en ai parlé à des Italiens, ils m'ont dit c'est marrant parce que nous, on dit que les Russes, ils sont un peu comme les Français. C'est marrant, oui. Et vous parlez des différents points de chute que vous aviez. Alors, c'était un peu organisé ou ça s'est fait comme ça, au gré des rencontres Je roule quand, en fin d'après-midi, je me dis, il faut chercher. Alors, tant qu'on est sur cet axe Moscou-Vladivostok, il y a plus ou moins des motels, motels, restos, internet, garages, tous les 100, 200 bornes. Donc, je m'arrêtais là-dedans. Parce qu'après Vladivostok, j'ai commencé à monter vers le nord. Donc là, les routes sont plus improbables là. Est-ce que vous êtes allé jusqu'à Magadan? Oui, mais oui, plus haut encore. Kamchatka et compagnie. Ben là, la moto, elle est à la frontière du Djoukoutka.
D'accord, C'est on a toujours regardé le Kamchatka. documentaire avant, c'était sur la Tchoukotka, voilà, justement. Et en fait, pour le Tchoukotka, il faut une autorisation spéciale Mhm, qui est accordée par les autorités du Tchoukotka. mhm, Donc quand j'étais à Magadan, j'étais allé voir des gens du FSB, des jeunes, sympathiques et tout, mhm. qui m'ont demandé mon adresse pour être ami Facebook. Bon. Et eux, ils m'ont dit, mais non, tu peux y aller. Tant que tu vas pas à l'extrême pointe, tu peux y aller. Donc j'y suis allé. Et arrivé j'y suis allé. En fait, de Magadan à Homolon, là où j'ai laissé la moto, j'y suis allé en camion. Oui. Parce Mhm, il n'y a que de la neige, il y a 2 traces dans la neige. Enfin, jusqu'à c'est Souchouman, je crois, ou Omsouchan, je ne sais plus. Là, il y a plus ou moins une route. Et après, on roule dans la neige, mhm, à 15 à l'heure, sans jamais couper le moteur pour qu'il fasse chaud. mhm. Et la moto était dans le camion. De toute façon, en moto, je ne serais pas allé bien loin, parce qu'il y a des grosses épaisseurs. Je sais que quand je sortais du camion pour aller pisser, parce qu'il y a un âge où on pisse tout le temps, j'avais la neige jusque-là, c'est un peu surprenant. Mhm. Voilà. Donc pas le plus grand confort, mais bon, Et vous avez survécu. Là, donc, depuis en 2020, j'avais demandé, parce que c'est le médecin de Homolon qui est mon contact là-bas, donc il m'avait trouvé comment continuer avec des relais jusqu'au tout au bout. Et c'est lui qui avait fait les démarches pour que j'ai le permis de circuler en 2020, mais l'avant-veille de mon départ, m'a dit il n'y a plus de ligne, enfin un peu ce qu'on m'a fait là, quoi. Mhm, mhm. Donc là, j'avais tout relancé pour cette année, puisque depuis quelques mois, On pouvait, oui. Oui. les Covid et tout, on s'en foutait un peu partout. Et voilà, donc j'étais prêt à y retourner. Et là, je vais quand même y aller, puisque cette fois-ci, on m'a accordé ce permis. Je l'ai reçu il y a 3 jours par Internet. Oui, donc dès que vous pourrez partir. Après, c'est un peu compliqué d'y aller. Mhm, Il n'y a plus de ligne directe, mais bon, il y a des chemins détournés, je dirais. mhm. Et est-ce qu'il y a une région qui vous a plu en particulier? Non, ce qui est étrange en Russie, c'est que, comme on est toujours sur la même latitude, et que toutes les villes ont été construites du temps de l'Union soviétique, on fait 1000 bornes et on arrive dans la même ville que la ville d'avant. Ce qui fait que maintenant, 4-5 ans après, je mélange un peu Novosibirsk, Krasnoyarsk, qu'est-ce qu'il y avait, Perm, non? Il y a Non, Perm. il y a une grande ville, là, je ne sais même plus comment elle s'appelle, qui est sur cet axe-là. Et après, pendant des heures, on roule sur une longue ligne droite où il n'y a que des bouleaux, quelques sapins. C'est toujours le même paysage. Donc ça devient un peu hypnotique. Il y a une espèce d'impression d'infini comme ça. Parce que c'est une sorte de surplace. On avance, on fait des centaines de bornes vers l'est, mais c'est toujours le même paysage, les mêmes villes. C'est un peu vertigineux comme ça. Alors que quand j'étais allé en Afrique, c'est complètement l'inverse. Même pas 1000 bornes, on change de pays, on change de paysage, on passe du désert aux savanes, des savanes aux forêts équatoriales. Là, c'est toujours des boulots. Et quand on arrive tout au bout, à Khabarovsk, là, pour aller à Vladivostok, ça redescend vers la Corée, puisqu'on contourne la Mandchourie. Et là, d'un seul coup, d'une certaine manière, la végétation change, il n'y a plus de bouleaux. Ça devient une végétation comme ici, avec plus de variétés de feuillus. Après, plus bas, on ne peut pas y aller, puisque c'est la Corée. Donc, j'ai un peu été m'aventurer jusqu'à 100 bornes avant la Corée, parce que d'un seul coup, ça devient méridional. C'est ça qui est étrange. Il y a des bruits de criquets. Ah oui, carrément. Donc, je traînais, je suis resté 1 mois à Vladivostok, parce qu'il fallait que je trouve une astuce pour immatriculer la moto en Russie, pour pouvoir la laisser sans qu'elle soit saisie par les douanes. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça m'a permis de rester longtemps dans cette région-là, où généralement les gens qui vont, ils arrivent exténués en transsibérien et puis ils rentrent en avion. Où il y a ceux qui croient qu'on peut aller au Japon, alors qu'on ne peut pas aller au Japon de Vladivostok, il faut passer par la Corée et ça coûte très cher. Mais Vladivostok, c'est un peu... Là, j'y suis resté longtemps. Comme je fais des livres, j'étais invité par l'Alliance française, j'ai fait des petites conférences, ils m'ont fait visiter un peu tout. Et après, de nouveau, quelqu'un que je ne connaissais pas m'a prêté une moto pour que je puisse rouler pendant que la mienne était sous douane. Et j'ai visité tout le Primorié, ça s'appelle, toute cette région au climat assez agréable et qui est tout autour de Vladivostok. Voilà, toujours cette solidarité. Bien. Et dernière question, alors vous disiez vous n'étiez pas trop doué en anglais, mais bon, vous vous débrouillez comment au niveau de la langue? Vous avez rencontré des francophones ou c'était plus... Oui, dans les alliances françaises et puis dans les universités. Mais après, dès qu'on sort des grandes villes, c'est fini. Mais dans les grandes villes, il
qu'il y a plein de gens qui parlent anglais, évidemment. Voilà. Et puis, il y a Google Translate, sauf que là, je crois que je vais être déconnecté quand je vais y retourner. Oui, mais bon, c'est vrai que ça aide beaucoup de nos jours. Après, il y a le dessin, évidemment. C'était un peu ma question. À part le dessin, vous réussissez. Où que je sois allé, j'arrive dans un resto, personne ne parle, je comprends rien, j'ai envie d'une omelette, parce que c'est facile à expliquer, je dessine en direct, parce que je dessine assez vite. Une poule qui pond dans une poêle avec un œuf et ça fait rire tout le monde. Et puis voilà, vous avez une bonne omelette. Très bien. Il faut faire des dessins aux enfants, il faut faire des dessins. Oui, une bonne façon de s'intégrer. Les passages de douane africains, le dessin m'a beaucoup servi presque à chaque fois. Comme c'est très long, il faut être patient, je m'assieds dans un coin, je commence à dessiner d'abord quelques touristes, ça fait rire quelques douaniers ou quelques plantons, ils viennent, ils regardent, ils se marrent, ils me demandent de faire le portrait. Et ça m'est arrivé de rester 2 jours à des douanes parce qu'il fallait faire le portrait de tout le monde. Mais après, voilà, on est copains. Voilà, et très pas bien. de bakchich dans ces cas. En plus. Bon, bien. En Russie, il n'y a pas de bakchich, donc ça. Voilà, je vais peut-être passer la parole aux questions. Voilà. En tout cas, merci. Ah bah, je vous en prie. Est-ce qu'il y a des questions parmi nos spectateurs, auditeurs pour notre grand voyageur, dessinateur? La période. La période, oui. Quelles années? Moi, j'y vais toujours de fin août aux premières neiges. Non, 14, vous avez... Non, la première fois de 2014 à 2019. Donc c'est très récent. Avant, c'était les voyages africains que je faisais l'hiver. Et la Russie, pour moi, la meilleure période, c'est septembre. Il fait moins chaud, parce qu'il fait quand même très chaud l'été et plein de moustiques. Et puis voir arriver l'hiver qui arrive quand même d'un seul coup, c'est... Voilà, puis la moto, on est dehors, donc on le sent. On sent petit à petit que l'air devient un peu piquant comme ça, alors que la journée, on a encore l'impression que c'est presque l'été indien, on pourrait dire. Puis petit à petit, puis les neiges arrivent, et puis à ce moment-là, je m'arrête, je pose la moto et je rentre et j'y retourne l'année suivante. Sauf que les zones gelées, c'est pour ça que je vais y aller maintenant, les zones où il n'y a pas de route, la meilleure période pour y aller, c'est avril. Parce qu'il fait moins froid, puisque le printemps commence à arriver, mais les routes et les lacs sont toujours gelés, donc on peut rouler dessus. Alors que la première fois, quand je voulais aller sur le Baïkal, je croyais qu'en y allant en novembre, ça serait l'idéal, mais en fait en novembre, il commence à faire moins 20, moins 15, moins 20, voire au-delà, mais ça gèle pas en fait. Il faut attendre qu'il y ait moins 50 pour que ça gèle. Donc la meilleure période, c'est quand il fait un peu plus doux et que l'épaisseur de glace est toujours là, avant que ça casse. Parce qu'à un moment donné, ça casse, il y a des blocs qui dérivent. Voilà. Yves, oui. On pourrait discuter à deux ce Magadan, je ne sais pas, mais bon. Quand est-ce que tu vas repartir là bientôt? Quand est-ce que tu repars? Le 22 ou le 23. 22, 23, oui. Donc, en fait, j'ai un vol pour aller à Homolone le 29 au matin de Magadan. Donc je vais essayer d'y arriver 2-3 jours avant. Et après, ça dépend des vols que je trouve. Il faut faire quelques zigzags. Et après, donc l'itinéraire, c'est encore roulé sur les après, glaces et tout. Si je peux, parce que Anastasia m'a dit qu'il refaisait plus ou moins les routes là, pour arriver à Nadir. Donc, si c'est comme ça, je mettrai mes skis sur la moto et je continuerai. Sinon, je ferai avec les camions, comme j'ai fait pour arriver à Homolone. Puis, c'est de rester 10 jours avec les camionneurs russes. C'était bien aussi. Là, encore une fois, c'est les dessins. Je suis arrivé, je me suis installé dans la cabine. Déjà, j'ai mis 10 jours à trouver un camion qui pouvait me prendre dans la moto, parce qu'ils sont archi pleins. Parce que Molone, c'est ravitaillé que par camion l'hiver. Et je me suis dit, comment ça va se passer? Ça a arrêté au premier bistrot. Il m'a payé un coup. J'ai commencé à le dessiner dans sa cabine de camion. Et après, ça y est, on était copains. Après, arrivé... toi, tu dois savoir si c'est Omsouchan qui a sur cette route, je ne sais plus, moi. Oui, c'est Omsouchan. Ouais, arrivé là, je suis resté 3 jours. On est allé voir la famille, on est allé voir la tombe des parents. Et puis, j'ai continué à dessiner tout le monde. Et dans le local des routiers, puisqu'ils ont une espèce de local pour les gens qui font étape, il y avait des caricatures des camionneurs partout, puisque je faisais que ça en attendant qu'on reparte. D'ailleurs, dans ces régions-là, les principales professions, c'est soit travailler dans les mines, puisque c'est un des pays où il y a beaucoup de mines. Oui. Et donc les mines d'argent, mines d'or, etc. Et l'autre profession importante sont effectivement les camionneurs, puisque je veux dire, c'est des problèmes de ravitaillement, etc. Donc, oui, puis c'est un monde de grands à part métiers aussi que l'on trouve dans la région. C'est un monde à part. Quand ils font étape, ils s'appellent avec leur téléphone et ils se regroupent. Presque ils font le cercle,
comme un campement. Et puis là, évidemment, ils boivent des coups. Et on casse la croûte dans le camion. Il y a des petits... tout est super bien organisé dans ces camions-là. Bien, tu diras bonjour à tous les amis de Magadan et tout le monde, là, puisque tu les rediras, puisque je viens d'arriver, il y a 2 jours que je viens d'arriver de Magadan. Là, donc, j'étais là-bas encore dans le froid et tout, dans la glace. Oui. Et je suis rentré il y a 2 jours. Alors, c'est encore possible de voyager, mais par des voies un peu détournées, quoi, pour gagner ces régions-là. Après, je verrai pour le retour, mais pour le retour, ce sera au moment du retour. Donc, je laisse la question aux autres personnes, s'il y a d'autres questions sur ces régions sibériennes, puisqu'on connaît assez bien tous les deux, je pense, toutes les régions sibériennes. À mon avis, tu les connais mieux que moi. Bon, d'autres questions? La moto, quelle marque? La moto, c'est une BMW 1000 GS de 1992. Et en fait, j'ai fait tous mes voyages avec ça. Au début, je suis allé dans les pays, je suis allé jusqu'au Népal et en Inde. Et puis après, il y a eu toutes ces années où je suis allé en Afrique. Et voilà, et maintenant, c'est Russie, Asie centrale. Donc elle est restée là-bas ou vous l'avez ramenée? J'ai plus suivi au bout d'un moment. Non, Mais en fait, quand j'étais en Afrique, je faisais des faux papiers. C'est l'avantage des dessinateurs. Puis là-bas, il n'y a pas d'informatique aux douanes, donc c'est facile. Ce qui m'a permis de la laisser plusieurs années. Arrivé en Russie, je me suis rendu compte que ne fallait pas jouer à ça. Donc je sortais et je rentrais pour pas qu'elle reste plus d'1 an. Mais bon, quand il y a une fois, la fois où j'ai cassé le moteur, elle est restée plus d'1 an sans que je sorte. Donc je suis allé voir avec celui de Barnaul qui s'est occupé de moi. Ils m'ont emmené à la police, ils m'ont fait des papiers, ils m'ont dit qu'à la douane je payerais une amende mais que je pouvais y aller. Et arrivé à la douane, en fait, j'ai payé une amende de 28 €, ce qui est quand même pas terrible. Mais ce qui était rigolo, c'est que j'ai mis 3 jours à sortir de cette douane, tellement il y avait de papiers à remplir, à signer, puis je comprenais rien au papier, je signais, et puis c'était assez rigolo. Et à un moment donné, il fallait que je donne 28 €, ils ne pouvaient pas me faire la monnaie. Donc il y a une douanière qui est venue avec moi, avec sa voiture. On est allé dans la petite ville frontalière, dont j'ai encore oublié le nom, et on est allé faire des courses pour que j'ai de la monnaie. Et voilà, après je l'ai payé, et puis on est revenu, et elle m'a dit oui, mais j'ai pas le droit de rentrer avec un étranger dans ma voiture dans la douane. Donc elle a arrêté une voiture de gens de Mongolie, elle leur a dit qu'ils devaient me prendre, et donc j'ai refait la queue à la douane pendant je ne sais pas combien de temps pour rentrer dans la douane où ma moto était depuis l'avant-veille déjà. C'était assez rigolo, tout cet épisode juste pour payer les 28 € d'amende. Très bien. Bon, la bureaucratie existe après, partout. Il y a eu, mais ça je l'ai raconté tout à l'heure, arrivé à Vladivostok, j'ai cherché une astuce pour pouvoir immatriculer ma moto là-bas. Donc déjà Vitali à Moscou m'avait dit que je n'y arriverais jamais. J'ai réussi à trouver un ancien douanier qui visiblement avait confortablement géré sa vie, qui m'invitait tous les matins chez lui. J'avais un petit hôtel à l'autre bout de la ville. C'est lui qui m'a prêté une moto. Et lui, il a trouvé l'astuce. En fait, on est passé par un transitaire. On a envoyé ma moto par cargo au Japon. Et elle est revenue désimmatriculée et il l'a achetée. Officiellement. Enfin, en fait, on a dû l'acheter, je ne sais pas, 30 roubles ou rien du tout. Mais c'est sa moto. Et comme elle est toujours immatriculée en France, parce qu'ils ne m'ont jamais demandé si un jour je sors du pays, je le préviens pour qu'il fasse comme si il me la revendait. Et à ce moment-là, je remettrai ma plaque française qui est au fond du sac. Vous allez la double nationalité, ma très moto, bien. Ça, c'est assez chic. Vous allez écrire un guide pour comment faire immatriculer sa moto en Russie. Je fais mes blogs. Voilà, J'essaye très de bien. les faire de façon assez rigoureuse. Voilà. Bon, on pourra vous suivre sur votre blog. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'être venu ce matin nous parler un peu de vos aventures. Et on vous retrouve dehors pour la signature de Staline. Allez, et voilà, alors on applaudit très fort.